Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. La nuit de l'accident avait été calme, ce qui était inhabituel pour Buja. Tario Koi venait de conclure un pitch de projet à enjeux élevés avec un groupe d'investisseurs de Johannesburg. Malgré son épuisement mental, il refusait de passer la nuit à l'hôtel. Sa femme, Linda, l'attendait à Lagos et il détestait être loin d'elle trop longtemps. En roulant sur l'autoroute sinueuse, les phares des véhicules venant en sens inverse brouillaient sa vision somnolente. Il avait surmonté la fatigue, sirotant une boisson énergisante, se persuadant d'être encore alerte. Mais juste après Lokoja, une remorque a perdu le contrôle devant lui. Tari fit un écart instinctif, mais son SUV noir dérapa, heurta la barrière et quitta la route. Un crissement de métal, des éclats de verre, et le monde devint noir. Lorsqu'il rouvrit les yeux des heures plus tard, ce ne furent pas les lumières clignotantes de la ville ni la douce voix de sa femme, mais la fluorescence aveuglante d'une chambre d'hôpital, le bip continu des machines et un engourdissement qui lui monta aux jambes comme un voleur silencieux. Tandis que les médecins le surveillaient, parlant dans une langue lointaine malgré sa familiarité, Tari commença à comprendre la réalité. Ses jambes étaient insensibles. Plus de douleur, plus de mouvement, plus de sensations. Le chirurgien orthopédiste, un homme à la voix douce nommé Dr F. Odéon, lui annonça la nouvelle avec un calme grave. Tari avait subi une lésion de la moelle épinière. Le pronostic était une paralysie de la taille aux pieds. Ces mots ne lui sont pas parvenus au premier abord. Il n'arrêtait pas de demander « Quand pourrais-je remarcher ?» comme un disque rayé, s'accrochant à l'espoir que ce n'était que temporaire, une enflure qui se résorberait, ou des nerfs qui guériraient avec le temps. Mais chaque test le confirmait. Sa mobilité avait disparu. Des amis sont venus lui témoigner leur sympathie par des sourires forcés, leurs yeux trahissant la pitié qu'ils tentaient de masquer. Même les infirmières, autrefois pleines de vie, semblaient hésiter à l'approcher, le traitant comme une fragile statue de porcelaine. Tari n'était pas seulement blessé. Il était différent maintenant, c'était sûr, un homme à l'esprit brillant prisonnier d'un corps brisé. La première semaine passa comme un brouillard. Son téléphone vibrait sans cesse, inondé d'appels de collègues, de clients et de Linda. Elle était à Paris pour une séance photo de mode quand c'est arrivé et est rentrée précipitamment à Lagos en apprenant la nouvelle. Mais quelque chose dans sa visite ne lui semblait pas normal. Elle n'a pas pleuré. Elle ne lui tenait plus la main comme avant. Elle le regardait avec de grands yeux effrayés, comme s'il était un étranger. Lorsqu'elle parla enfin, ce n'était ni avec amour ni avec réconfort, mais pour lui poser des questions sur la maison, les factures, la durée de la convalescence. Tari, encore sous le choc du traumatisme, ne supportait pas son détachement. Le silence entre eux s'épaissit, et bien qu'entouré de monde, il ne s'était jamais senti aussi seul. Son monde, autrefois baigné de lumière, avait basculé dans une longue et sombre nuit. Lorsque Tari fut libéré et conduit dans leur luxueuse demeure d'IQ, tout lui semblait inconnu. L'escalier en colimaçon le narguait de loin, le salon en contrebas semblait plus bas que jamais, et la vaste cuisine semblait inaccessible. Son bureau sur mesure, fierté de la maison avec ses fenêtres panoramiques, lui rappelait cruellement ce qu'il avait perdu. Linda avait tenté d'aménager quelques rampes et un lit d'hôpital temporaire dans l'une des chambres d'amis du rez-de-chaussée, mais il était évident que ce n'était pas la vie qu'elle avait choisie. Au début, elle s'efforça de préserver la façade. Elle a posté des photos d'elle à côté de son lit d'hôpital, souriante, avec des légendes comme « Pour toujours à tes côtés ». Mais derrière les portes closes, son humeur était différente, distante, irritable et souvent absorbée par son téléphone. Quand les kinésithérapeutes venaient, elle était soit en train de bruncher, soit occupée avec ses collaborations de marque. Elle n'a jamais appris à utiliser son fauteuil roulant. Elle ne lui demandait même pas comment se déroulaient ses séances de thérapie. Au fil des semaines, la douleur physique de Tari était éclipsée par l'angoisse émotionnelle. Il regrettait sa compagnie, ses encouragements, le doux rire qui emplissait autrefois leur chambre. Au lieu de cela, elle devint une ombre dans son monde, flottant dans les couloirs, parfumée et vêtue de tenues impeccables, mais ne laissant derrière elle aucune trace de chaleur. Ses amis cessèrent de venir, mal à l'aise à l'idée de le voir en fauteuil roulant. Et Linda, elle se perdit dans les mondanités, se transformant en reine résiliente qui naviguait dans le changement, tandis que Tari se noyait dans le silence.
Il y eut des moments où il essaya de la rejoindre, l'appelant doucement par son nom la nuit, lui demandant de l'aider à sortir du lit, ne serait-ce que pour lui tenir la main. Mais ses mains étaient toujours occupées à faire défiler les pages, à envoyer des textos, à s'esquiver. Lentement, l'homme qui avait autrefois dessiné les horizons commença à s'effondrer entre ses propres murs. Sa volonté de vivre s'est estompée. Il a cessé de manger à l'heure, de répondre aux SMS. Il a même demandé au docteur F d'annuler sa thérapie. À quoi bon? Le déclic s'est produit un jeudi soir, lorsque Linda est rentrée d'un événement, les cheveux attachés en un élégant chignon et les talons qui claquaient sur le sol comme si rien n'avait changé. Elle est entrée dans sa chambre, s'est arrêtée près de la porte sans s'asseoir et lui a dit qu'elle avait besoin d'espace. Qu'elle ne pouvait pas faire ça. Qu'il n'était plus le même homme. Que la vie qu'elle imaginait n'incluait pas les fauteuils roulants et les odeurs d'hôpital. Elle a demandé le divorce 2 jours plus tard, invoquant des différences de mode de vie irréconciliables. Tari ne s'est pas battu. Il n'avait pas la force. La femme avec qui il avait construit une vie de rêve était partie sans un regard en arrière. Lorsqu'elle quitta la maison, elle lui parut plus froide, plus silencieuse. Mais dans ce silence, quelque chose commença à changer en Tari. L'homme qui avait touché le fond n'avait plus rien à perdre, et cela, étrangement, marqua le début de quelque chose d'inattendu. Le jour où Linda a déménagé, la maison était plongée dans un chaos silencieux. Des ouvriers entraient pour sortir des valises, des cartons design et des meubles anciens qu'elle prétendait être les siens. Tari était assis près de la fenêtre, le regard vide, observant la sortie comme si c'était à la fois une blessure et une délivrance. Son père, le chef d'Éco-Croix, passa ce soir-là, vêtu de son habituel cafetan amidonné et le front ferme. Ancien général, il n'était pas du genre à se laisser dorloter. Elle n'était pas ta colonne vertébrale, Tari, dit-il sans détour, debout près de la table en acajou, sirotant un thé noir bien fort. Elle était ton ombre, et les ombres courent quand la lumière s'estompe. C'était censé être la sagesse, mais elle a atterri comme une pierre dans la poitrine de Tari. Il ne voulait pas de philosophie. Il voulait du réconfort, de l'amour, comprehension. Mais Déco, malgré ses efforts pour le soutenir, ne savait pas faire preuve de douceur. Sa conception de l'amour était la discipline et l'exigence. Tari, déjà brisé, ressentait la présence de son père davantage comme une critique que comme un encouragement. Dans les semaines qui suivirent, le chef Déco tenta de convaincre Tari de reprendre la physiothérapie. « Tu es toujours un homme, aboya-t-il. Fauteuil roulant ou pas. Il faut se battre. » Mais Tari n'était pas prête. Son esprit saignait encore. Ses rêves étaient dispersés, et son corps lui rappelait quotidiennement ce qu'il avait perdu. En vérité, il ne voulait pas se battre, pas encore. Il voulait juste pouvoir faire son deuil. Linda ne lui avait pas seulement pris ses affaires, elle lui avait pris l'avenir qu'il croyait avoir. Les dîners, les voyages, les enfants qu'ils avaient prévus. Tout s'est évanoui comme la brume. Même ses amis les plus proches étaient devenus gênés. Il ne savait pas quoi dire à un homme qui, autrefois, s'avançait avec assurance dans les salles de réunion, mais qui maintenant restait assis, le regard perdu dans le silence. Seuls les salariés restaient, et peu restaient. La plupart des gens ne supportaient pas la lourdeur qui planait. Le manoir avait besoin d'une nouvelle aide. C'est alors qu'une agence d'aide à domicile leur a présenté quelqu'un qui allait tout changer. Elle s'appelait Amaka Nwankwo et elle arrivait avec un sac de voyage, des paumes calleuses et des yeux chargés d'histoire. Elle n'avait rien à voir avec Linda. Pas de vernis. Sans prétention. Juste une chaleur tranquille et un courage curieux. Le directeur de l'agence l'a averti qu'elle était issue du village, mais bien dressée. Tari s'en fichait. Il la regarda à peine lorsqu'on la présenta. Mais Amaka le regarda, sans pitié ni peur, mais avec une douceur qui n'exigeait rien ni ne jugeait. Et dans cet échange silencieux, quelque chose d'infime mais d'important remua dans le calme du monde de Tari. Les premiers jours d'Amaka au manoir se déroulèrent sans incident, mais elle observa tout. Elle remarqua comment la cuisinière évitait de parler à Tari, comment la femme de ménage faisait son travail rapidement et partait, et combien l'air était toujours lourd d'un chagrin inexprimé. Amaka était habituée aux difficultés. Elle faisait des ménages depuis l'âge de 17 ans, mais cet endroit avait quelque chose de différent, quelque chose de creux. Elle restait seule, accomplissant ses devoirs en silence, se réveillant avant le lever du soleil pour ranger les chambres et laver le linge. Mais chaque fois qu'elle passait devant l'aile du maître, elle ressentait une étrange attirance.
L'homme à l'intérieur n'était pas seulement malade, il était en deuil. Elle le sentait dans le silence. Le troisième jour, elle osa frapper doucement à sa porte avant de poser un plateau de petit déjeuner sur la table d'appoint. Il ne répondit pas, mais elle entendit le faible son d'une musique jazz, lente et mélancolique. Cela lui en disait plus que des mots. Un soir, alors qu'elle nettoyait le couloir devant sa chambre, elle entendit quelque chose tomber. Un bruit métallique suivi d'un gémissement étouffé. Elle se précipita à l'intérieur sans réfléchir et trouva Tari à moitié tombé de son lit, luttant pour se relever. Son visage était rouge de frustration, un verre d'eau cassé à portée de main. Il leva brusquement les yeux, la colère brûlante. « Sors d'ici » lança-t-il. Mais Amaka ne broncha pas. Elle s'avança, ramassa les éclats, d'une voix douce, lui demanda s'il était blessé. Il ne répondit rien. Son silence était son bouclier. Mais sa force tranquille persistait dans la pièce même après son départ. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait vu, non pas la version infirme, ni le mari abandonné, mais l'homme qui luttait encore sous la surface. À partir de ce jour, Amaka aborda son travail avec une détermination accrue. Elle commença à plier ses vêtements avec soin, à préparer des repas chaleureux et conviviaux, et même à déposer des fleurs d'hibiscus fraîches dans sa chambre sans un mot. Elle ne s'immisça jamais, ne força jamais un sourire, ne fit jamais de sermon. Juste une gentillesse constante, comme une pluie douce sur la terre ferme. Et bien que Tari ne lui ait jamais adressé la parole directement, quelque chose commença à changer dans le manoir. Le silence n'était plus oppressant, il devint méditatif. En sa présence, Tari éprouva une étrange paix. Et en lui, Amaka vit plus qu'un homme brisé. Elle vit une âme qui cherchait à se souvenir de la vie. Le silence du manoir au coin était devenu son occupant le plus bruyant. Chaque matin, le soleil lançait de doux rayons dorés à travers les grandes fenêtres du salon, dansant sur le sol en marbre, mais l'air restait lourd d'une douleur inexprimée. Tari restait reclus dans sa chambre, s'aventurant rarement hors de ses quatre murs, sauf en cas d'absolue nécessité. Il s'était habitué au silence qui entourait chacun de ses mouvements, à la façon dont les autres membres du personnel baissaient la voix ou disparaissaient rapidement lorsqu'ils entendaient son fauteuil roulant approcher. Amaka, contrairement aux autres, ne broncha pas à sa présence. Elle se déplaçait dans le manoir tel un ruisseau silencieux, doux, discret, mais constant. Au début, elle ne parlait pas beaucoup, respectant son silence, mais elle veillait à ce que son espace soit toujours propre, sa nourriture toujours chaude et son linge plié avec soin. Elle ne faisait pas que son travail, elle était attentive. Amaka commença à observer ses habitudes à distance respectueuse. Elle remarqua qu'il aimait son thé fort le matin et plus léger le soir, qu'il fronçait les sourcils à l'odeur de certaines épices et qu'il préférait ses rideaux tirés à moitié, ni trop clairs, ni trop sombres. Sans un mot, elle s'adapta, aménageant l'espace autour de lui sans chercher approbation ni reconnaissance. Tari ne disait jamais merci, mais elle n'en attendait pas. Pourtant, de légers signes indiquaient que ses efforts le touchaient. Il ne repoussait plus le plateau du petit déjeuner qu'elle avait apporté, son regard s'attardait davantage sur les fleurs d'hibiscus qu'elle avait commencé à déposer dans un vase près de la fenêtre. C'étaient de petites victoires, rien de spectaculaire ni de tapageur. Mais pour Amaka, c'étaient des aperçus d'un homme sortant lentement de l'obscurité. Un matin calme, Tari lui adressa enfin la parole, non pas en phrase complète, mais simplement un merci chuchoté après qu'elle eut soigneusement ajusté sa couverture. C'était le premier mot qu'il disait à quelqu'un depuis des jours, et cela lui fit un pincement au cœur. Elle ne réagit pas de façon dramatique, se contenta d'un petit sourire et continua son travail. Mais ce souvenir la hanta toute la journée. Ce moment marqua le début d'un lien tacite entre eux. Amaka ne chercha pas à forcer la conversation. Elle resta simplement présente, patiente et bienveillante. Et en retour, Tari commença à abaisser les barrières qu'il avait si soigneusement érigées depuis son accident. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas encore de l'amitié. Mais c'était quelque chose de concret, de réel, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait ressenti depuis longtemps. C'était un matin gris et pluvieux lorsque le quart de travail commença. Le bourdonnement habituel du manoir était atténué par les lourds nuages qui s'installaient au-dessus de la gosse. Amaka avançait silencieusement dans les couloirs, la bruine rythmée à l'extérieur rythmant ses pas. Elle portait une serviette propre pour la déposer dans la salle de bain des invités lorsqu'elle entendit un léger bruit de craquement. Son cœur s'arrêta net.
Cela venait de la salle de bain principale. Lâchant sa serviette, elle courut vers la porte de Tari, frappa avec empressement, mais sans obtenir de réponse. Sans attendre la permission, elle poussa la porte et le trouva affalé sur le carrelage froid de la salle de bain, les jambes emmêlées sous lui, la bassine renversée à côté de lui. Son visage était déformé par la douleur, pas seulement physique, mais aussi par l'intolérable frustration de l'impuissance. « Je t'ai dit de frapper » murmura-t-il entre ses dents serrées, la voix creuse et vaincue. Amaka resta silencieuse. Elle s'accroupit à côté de lui et commença doucement à l'aider à se redresser, les mains fermes malgré son cœur battant la chamade. « Tu ne devrais pas être seule comme ça » murmura-t-elle doucement en ajustant la serviette autour de ses épaules et en attrapant la serpillière pour sécher le carrelage glissant. Tari resta inactive sur le cou, la mâchoire serrée, sa fierté meurtrie plus profondément que son corps. Mais tandis qu'elle le nettoyait, l'aidait à enfiler sa robe et le ramenait à son lit, il ne protesta pas. Pour la première fois, il laissait quelqu'un le voir complètement vulnérable. Et Amaka, malgré toute son humilité, le traita avec une dignité qui lui redonna le sentiment d'être un être humain. Il n'y avait aucune gêne dans son toucher, aucun jugement dans son regard, seulement une empathie discrète. C'était un moment qu'aucun d'eux n'oublierait. Cet après-midi-là, quelque chose changea entre eux. Tari formate plus SA port. Quand Amaka lui apporta son déjeuner, il ne la quitta pas du regard. Il la regarda, et lorsqu'elle posa le plateau, il lui demanda, d'une voix à peine audible, depuis combien de temps elle travaillait comme domestique. Amaka répondit, surprise par la question, et ils échangèrent quelques phrases pour la première fois. Elle parla de son village d'Inugu, de son installation à Lagos après la détérioration de la santé de sa tante, et de la façon dont elle avait dû travailler pour survivre. Tari écoutait, vraiment, la suivant du regard. Ce soir-là, il n'eut pas besoin de l'aide de l'infirmière. Amaka l'aida à s'installer. Il la remercia à nouveau, cette fois en la regardant droit dans les yeux. Et à cet instant, une goutte de chaleur fit fondre la glace qui avait si longtemps étreint son cœur. Dans les jours qui suivirent, Amaka devint plus qu'une simple présence, elle devint un rythme. Elle ajustait l'emploi du temps de Tari avec la précision de quelqu'un qui comprenait que la guérison exigeait à la fois structure et âme. Les matinées commençaient en musique, les vieux CD de jazz de Tari qui prenaient la poussière depuis son accident. Elle entr'ouvrait les rideaux, comme il les aimait, et déposait son plateau de petit-déjeuner à côté d'un bouquet de zinnias ou d'hibiscus frais du jardin. Puis vinrent ses exercices de kinésithérapie, une routine qu'il avait abandonnée, mais qu'il relança avec les doux encouragements d'Amaka. Elle n'était pas thérapeute de formation, mais ses mains étaient douces, sa patience inébranlable et ses paroles pleines d'humour pour alléger ses souffrances. Elle le taquinait avec ses proverbes du village, même l'escargot atteint sa destination, lentement, et Tari, à sa propre surprise, se surprit à rire. Leur relation s'est développée discrètement, naturellement. Amaka ne posait jamais trop de questions, mais elle remarquait tout. Elle savait quand intervenir et quand se retirer. Tari, à son tour, commença à partager des bribes de lui-même, un souvenir d'enfance par-ci, une blague architecturale par-là. Il lui raconta sa première commande de design à 27 ans, sa demande en mariage à Linda dans un restaurant sur un toit-terrasse, et combien il adorait dessiner à la main avant l'arrivée des logiciels. Amaka écoutait comme si chaque mot était une histoire qu'elle était honorée d'entendre. Ce n'était pas une thérapie, mais une guérison. La force de Tari commença à revenir, non seulement dans ses bras et ses épaules, mais aussi dans son esprit. Sa voix s'affirma, ses yeux brillèrent et son appétit reprit. Amaka apportait plus que de la nourriture, elle redonnait vie à la maison. Un jour, après avoir terminé un repas léger qu'elle avait préparé, une bouillie d'igname épicée qu'il n'avait pas goûtée depuis son enfance, Tari se laissa aller en arrière sur sa chaise et la regarda un long moment. « Tu me rappelles quelqu'un » dit-il pensivement. Amaka pencha la tête. « Ta sœur » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Non. Quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais j'aurais aimé le rencontrer. » Elle sourit doucement et n'insista pas davantage. Mais cette nuit-là, elle était assise sous le manguier, près des quartiers des domestiques, repensant à ses paroles. Elle ne tombait pas amoureuse, pas encore. Mais elle était investie dans le rétablissement de cet homme, dans sa paix, dans son rétablissement. Et peut-être, au fond d'elle-même, savait-elle que quelque chose de plus profond commençait à éclore entre eux, lentement, comme l'éclosion délicate d'une fleur matinale.
Le jardin arrière du manoir était rarement utilisé, juste un coin de verdure tranquille encadré d'hibiscus et de grands frangipaniers. Mais Amaka en voyait le potentiel. Un samedi après-midi, par un temps doux et une brise légère, elle fit sortir Tari pour prendre l'air. Au début, il résista, affirmant qu'il était bien à l'intérieur. Mais Amaka, déterminée, lui expliqua que le soleil était gratuit et bon pour ses os. Avec des soupirs réticents, il la laissa le pousser dehors. Ils s'assirent à l'ombre d'un grand arbre, le doux chant des oiseaux au-dessus de leur tête. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Tari ferma les yeux, laissant le vent caresser sa peau, et Amaka taillait tranquillement les fleurs envahissantes autour d'eux. C'était le moment le plus paisible qu'il ait connu depuis des mois. Et puis, contre toute attente, il s'est mis à parler. « Je croyais tout avoir », a-t-il dit d'une voix basse mais assurée. « Une carrière réussie. Une belle épouse. Un menor. » Et puis un accident, et tout s'est effondré. Amaka marqua une pause, la main toujours dans la terre, écoutant attentivement. « Les fêtes à la maison et les costumes de créateur ne me manquent pas, poursuivit-il. Ça me manque de me sentir homme. Ça me manque d'être utile. Ça me manque d'être aimé. » Sa voix se brisa légèrement à ce dernier mot. Amaka restait silencieuse un long moment. Puis elle s'assit à côté de lui sur le banc et parla doucement. « Vous êtes toujours un homme, monsieur. On a toujours besoin de vous. Et peut-être êtes-vous aimé différemment maintenant. » Ces mots, prononcés avec tant de simplicité et de sincérité, la touchèrent profondément. Il ne répondit pas, mais elle vit sa mâchoire se serrer, ses yeux brillaient. Une certaine vulnérabilité planait entre eux comme une brume. À partir de ce jour, le jardin devint leur sanctuaire commun. Chaque soir, ils s'y asseyaient, parfois en silence, parfois pour de longues conversations. Tari commença à se confier davantage, partageant ses peurs, ses regrets, sa colère envers Landa et sa tristesse pour tous ces moments qu'il avait tenus pour acquis. Amaka ne donnait jamais de conseils. Elle écoutait simplement. Et ce faisant, elle lui apportait quelque chose de plus puissant que des solutions. Elle lui laissa l'espace pour ressentir. Peu à peu, la confiance s'installa. Tari commença à lui demander son avis sur des choses, la nourriture, la musique, et même des idées de design. Il dessina de nouveau, esquissant des lignes sur sa tablette numérique, sous le regard émerveillé d'Amaka. Le jardin, autrefois un simple coin de verdure oublié, était devenu le terreau propice à la croissance de quelque chose de plus profond, non seulement une guérison, mais le début d'un lien auquel aucun d'eux ne s'attendait. Le chef d'Akokwa se tenait près de la fenêtre du salon, les bras croisés dans le dos, tandis qu'Amaka poussait Tari dans le jardin. C'était la 3e fois cette semaine. De son point de vue, il remarqua la douceur du regard de Tari, leur aisance à rire, contrairement à la maison silencieuse qu'elle avait été. Un pincement se forma dans la poitrine de Dak, mais il ignorait si c'était de la suspicion, de la jalousie, ou la peur lancinante de voir son fils devenir dépendant d'un inconnu. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amaka passait devant la cuisine avec du linge plié, Dak l'appela à l'écart. Sa voix était basse mais sévère, chaque mot étant teinté d'un subtil avertissement. « Je vois comme tu traînes autour de lui, » dit-il. « Tu as été engagé pour servir, pas pour être vu. Sache où est ta place avant de l'oublier. » Amaka se figea, les mains tremblantes autour du panier. Elle hocha respectueusement la tête, baissa les yeux et retourna tranquillement dans ses quartiers. Mais ces mots lui transpercèrent le cœur comme un poignard. Pendant le reste de la semaine, Amaka s'éloigna de Tari, pas ostensiblement, mais suffisamment pour qu'il le remarque. Elle ne s'attardait plus à écouter ses histoires ni à le rejoindre dans le jardin. Ses conversations étaient brèves et polies, elle évitait tout contact visuel et s'excusait rapidement après les repas. Tari, d'abord désorienté, commença à ressentir à nouveau les effets de son absence. Le silence revint, non pas le silence froid et creux d'avant, mais un silence triste et hésitant. Il l'observait de loin, son rire disparu, ses sourires ternis. Il ne comprenait pas ce qui avait changé. Avait-il dit quelque chose? Était-elle contrariée? L'incertitude le fit hocher la tête, réveillant une anxiété qu'il n'avait pas ressentie depuis le départ de Linda. Il tenta de poser la question une fois, mais Amaka la repoussa poliment d'un doux « Je suis juste concentré sur mon travail, monsieur. » Pendant ce temps, Dick restait convaincu d'avoir bien agi. Dans son esprit, il protégeait son fils du scandale, de la manipulation, de la faiblesse émotionnelle. Mais il ne voyait pas à quel point Amaka était devenue partie prenante du processus de guérison de Tari.
En essayant de contrôler ce lien, il perturbait ce qui ramenait la vie dans le cœur de son fils. Amaka, dans ses appartements ce soir-là, était assise près de sa fenêtre, regardant le jardin. Elle serrait un chapelet que sa tante lui avait donné et murmurait une prière silencieuse. Elle ne savait pas si elle pourrait rester longtemps, elle ne supportait pas d'être traitée comme une menace alors qu'elle n'avait fait que se soucier d'eux. Mais au fond d'elle-même, elle n'était pas prête à partir non plus. Quelque chose la rattachait à cette maison, à cet homme. Quelque chose de plus profond que le devoir. Tari traversa le couloir en fauteuil roulant, la frustration lut sur son visage. Depuis une semaine, il essayait de joindre Amaka, mais chaque tentative se heurtait à un mur de distance. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose, ou quelqu'un, l'avait réduite au silence. La chaleur qui imprégnait autrefois ses matins avait laissé place à une froideur formelle, et cela l'épuisait. Par un matin particulièrement nuageux, il entendit des voix résonner dans le couloir menant à la cuisine. Il se rapprocha et s'arrêta au bord du couloir. Là, debout comme un commandant militaire, se tenait son père, réprimandant Amaka d'une voix basse mais autoritaire. « Je t'avais prévenu, ma fille. N'exagère pas. Mon fils n'a pas besoin de votre sympathie déguisée en affection. » Amaka resta silencieuse, les mains serrées devant son tablier, mais ses épaules tremblaient. Le cœur de Tari battait fort. Ces mots le frappèrent comme une claque. Il roula en avant, les roues de son fauteuil roulant grinçant bruyamment lorsqu'il apparut. « C'est ce que tu penses, papa ?» dit-il froidement. Dick et Amaka se retournèrent brusquement. « Tu crois qu'elle fait semblant? Qu'elle joue à un jeu émotionnel ?» Dick ouvrit la bouche pour répondre, mais Tari éleva la voix. « Cette femme m'a tiré de la tombe où tu t'apprêtais à m'enterrer. Elle m'a montré la lumière alors que j'étais noyé dans l'ombre. Et tu crois que je devrais la renvoyer à cause de quoi? De honte ?» Le silence régna dans la pièce. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent, ses lèvres tremblant d'émotion. Le visage de Dick pâlit, surpris par la dureté de son fils. « J'ai laissé Linda partir sans réagir. Je me suis laissé pourrir dans cette pièce, pensant n'avoir plus personne. Mais Amaka est restée. Ni pour l'argent, ni pour la gloire, juste parce qu'elle s'en soucie. Et je ne te laisserai pas la punir pour ça. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Amaka baissa les yeux, des larmes coulant doucement sur son tablier. Dick, visiblement secoué, marmonna quelque chose d'inintelligible et quitta la pièce en silence. Tari se tourna vers Amaka, figé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Amaka s'essuya les yeux, essayant de se calmer. « Tu en avais assez à gérer. Je ne voulais pas empirer les choses. » Tari lui prit doucement la main. « Tu n'es pas un fardeau, Amaka. Tu es la raison pour laquelle je respire encore. » Et avec ces mots, la barrière entre eux s'est enfin effondrée. Une semaine après la confrontation, Tari a eu un examen de routine avec le docteur Fodden dans une clinique privée de Lucky. Le médecin était heureux de revoir l'étincelle dans son regard. La morosité avait disparu, remplacée par quelque chose de plus ancré, de plus vivant. Après avoir examiné son dossier, le docteur Fodden s'éclaircit la gorge et s'assit, un dossier à la main. « J'aimerais vous parler de quelque chose, » commença-t-il. « Il s'agit d'une thérapie expérimentale relativement récente. Nous avons constaté des résultats prometteurs dans des cas similaires, mais ce n'est pas facile. Cela demande de l'engagement, de la résilience et un solide réseau de soutien. Êtes-vous prêt à relever ce défi ?» Tari hésita, les yeux rivés sur les brochures médicales brillantes devant lui. L'idée de remarcher semblait à la fois miraculeuse et terrifiante. « Quelles sont les chances ?» demanda-t-il. Le médecin acquiesça lentement. « Aucune garantie. Mais avec de la discipline et du soutien, tu pourrais retrouver un peu de mobilité, peut-être plus. » Plus tard dans la soirée, Tari était assise sur la véranda, plongé dans ses pensées. L'air était frais et une odeur de bananes plantain frites flottait dans la cuisine où Amaka préparait le dîner. Il avait un choix à faire. Continuer à vivre avec les limites de son nouveau corps, ou se battre pour une cause incertaine. Il pensa à Landa, incapable de résister à la tempête. Et puis il pensa à Amaka, à la façon dont elle ne courait jamais, même quand la situation devenait inconfortable. Lorsqu'elle apporta son plateau et le déposa délicatement à côté de lui, il leva les yeux. « Amaka, » dit-il doucement, « il faut que j'essaie encore. Il existe une nouvelle thérapie, quelque chose qui pourrait m'aider à remarcher. Mais ça va être difficile. Je ne sais pas si j'y arriverai. » Elle le regarda calmement. « Alors essayons ensemble, »
dit-elle sans hésiter. Ces mots allumèrent un feu plus fort en lui que n'importe quel médicament. Le lendemain matin, Tari a appelé le docteur F pour confirmer son inscription. Le médecin lui a expliqué l'effort physique que cela impliquerait. Séances quotidiennes, rééducation musculaire, stimulation neurologique et difficultés émotionnelles. Ce ne serait pas facile. Mais Tari était prête. Et Amaka aussi. Elle ajusta son emploi du temps, se documenta sur les exercices et a appris à l'aider sans exagérer. Le chef Dick était sceptique, mais il ne dit rien cette fois, peut-être encore touché par les paroles de son fils. Ainsi commença un nouveau chapitre. L'homme qui avait autrefois perdu tout espoir se réveilla avec une mission. Et la jeune fille qui était entrée comme domestique se tenait maintenant à ses côtés, tel un pilier de force. Il ne s'agissait pas seulement de marcher. Il s'agissait de s'élever dans tous les domaines importants. Le centre thérapeutique était situé en périphérie de Lucky, un espace paisible entouré de palmiers et de sentiers paisibles. L'environnement était conçu pour être moins clinique et plus personnel, un lieu où la guérison semblait possible. Tari arrivait chaque jour, assisté d'Amaka, qui faisait désormais partie intégrante de la routine, au même titre que les séances elles-mêmes. Les premiers jours furent brutaux, ses muscles étaient douloureux, ses bras tremblaient et sa frustration débordait souvent. Il lui arrivait de hurler dans un oreiller, de jurer entre ses dents ou de simplement fixer le plafond d'un air absent, se demandant si tout cela en valait la peine. Mais chaque fois qu'il avait envie d'abandonner, Amaka était là, lui offrant de l'eau, ajustant sa serviette, murmurant des encouragements empreints de foi. « Tu es allé trop loin pour t'arrêter maintenant », disait-elle doucement. Et d'une manière ou d'une autre, ces mots l'atteignaient toujours. C'était une leçon d'humilité. Tari, autrefois un homme puissant qui commandait les conseils d'administration, célébrait désormais chaque tressaillement d'orteil ou chaque léger mouvement de ses cuisses comme un trophée. Amaka suivait ses progrès, prenant des notes et lui rappelant le chemin parcouru lorsqu'il oubliait. Le soir, elle lui massait les bras et les épaules, ses mains fortes par des années de travail, mais tendres et déterminées. Peu à peu, leurs journées se transformèrent en un cycle de sueur, de rires, de larmes et de victoires silencieuses. Parfois, il parlait de l'avenir, de ce qu'il ferait s'il remarchait, des destinations qu'il souhaitait visiter, de son désir de concevoir un jour son propre centre de rééducation. C'étaient des rêves, certes, mais ils étaient un carburant, et Amaka veillait à ce que cette flamme ne s'éteigne jamais. À la fin de la 4e semaine, un événement remarquable s'est produit. Lors d'une séance impliquant des barres parallèles et des levées de jambes appuyées, Tari a réussi à rester debout pendant 10 secondes, tout seul. La salle a éclaté en acclamations. Le thérapeute applaudit, le médecin sourit et Amaka, les larmes aux yeux, se couvrit la bouche sous le choc. Tari regarda autour d'elle, la poitrine haletante, le cœur battant la chamade, et son regard croisa le sien. Ce moment était plus qu'une simple étape médicale, c'était le symbole du chemin parcouru, non seulement en tant que patient et soignant, mais aussi en tant que deux âmes ayant survécu au chagrin, au jugement et au désespoir. Et ensemble, ils récupéraient peu à peu ce que la vie avait tenté de leur prendre. La lettre arriva dans une simple enveloppe blanche, remise en main propre par un coursier qui n'attendit même pas d'être remercié. Tari était assis au bord de la véranda, la lettre posée sur ses genoux comme si elle pesait 1000 briques. L'écriture sur le devant était indéniablement celle de Linda, élégante, réfléchie, détachée. Pendant un long moment, il ne l'ouvrit pas. Amaka l'observait depuis la fenêtre de la cuisine, hésitant entre lui laisser de l'espace ou rester près d'elle. Finalement, avec un profond soupir, Tari l'ouvrit. Le message était court, dénué d'émotion. Linda s'était remariée. Elle avait déménagé à l'étranger avec son nouveau mari, un entrepreneur technologique prospère basé à Dubaï. Elle ne voulait rien de Tari, pas d'argent, pas de contact, pas de souvenirs partagés. Nous sommes tous les deux passés à autre chose, conclut-elle, comme si son départ ne l'avait pas brisé une seule fois. Il fixa les mots, hésitant entre rire et pleurer. Puis, sans un mot, il gratta une allumette et brûla la lettre, regardant les flammes effacer le dernier lien avec une vie qui ne lui appartenait plus. Plus tard dans la soirée, Tari était assise seule dans son bureau, dessinant pour la première fois depuis des mois. La tablette numérique lui semblait étrange sous les doigts. Mais à chaque ligne tracée, quelque chose en lui reprenait son souffle. Il ne dessinait pas pour un client, il créait pour lui-même. Amaka entra discrètement avec son thé et s'arrêta en le voyant dessiner.
Son visage s'illumina et pour la première fois depuis des jours, Tari leva les yeux vers elle et sourit. « Je crois que je suis prêt à reconstruire, » dit-il doucement. Amaka déposa le thé à côté de lui, d'une voix tout aussi tendre. « Alors, commencez par ce qui guérit, et non par ce qui impressionne. » Son travail l'avait profondément marqué. Il reprit son croquis, dessinant cette fois la structure d'un petit centre de rééducation, avec de larges couloirs, de la lumière naturelle, des salles de thérapie et des jardins ouverts. Un endroit où d'autres comme lui pourraient recommencer, sans honte. Dans les jours qui suivirent, Tari se concentra davantage. Avec l'aide d'Amaka, il élabora son nouveau portfolio de design. Ils ont transformé l'une des chambres d'amis du manoir en petit studio de création. Amaka a géré l'espace, organisant les dossiers, annotant les brouillons et participant même aux tests d'accessibilité en fauteuil roulant grâce à des maquettes. Leur lien s'est renforcé au fil des moments de calme, des repas partagés, des séances de planification nocturne et des disputes occasionnelles sur les palettes de couleurs. Bien que le chapitre de Linda soit officiellement clos, son souvenir ne hantait plus la maison. Il avait été remplacé par quelque chose de réel, de solide, fondé sur un objectif commun et une loyauté silencieuse. Et pour la première fois depuis son accident, Tari ne se sentait plus à moitié homme. Il se sentait comme un survivant s'engageant dans une aventure totalement nouvelle. La nouvelle se répandit rapidement à Lagos, et il ne fallut pas longtemps pour que voisins, anciens collègues et même des amis éloignés de la famille commencent à chuchoter. Tari Okoye, autrefois figure emblématique du prestige de l'entreprise, vivait désormais tranquillement avec la domestique qui lui avait autrefois servi ses repas. Certains l'ont parlé de scandale, d'autres de désespoir. Les plus cruels ont qualifié Amaka de chercheuse d'or, une villageoise manipulatrice qui avait utilisé la pitié pour s'enrichir. Les murmures s'infiltrèrent dans les garden parties, les forums en ligne et les couloirs dorés de ceux qui s'étaient autrefois considérés comme les amis de Tari. Un après-midi, alors qu'Amaka passait devant le portail pour déposer un colis, deux femmes de la haute société dans une voiture ralentirent juste assez pour qu'elle entende l'une d'elles murmurer. Elle avait vraiment bien joué son jeu. Non, le mot la blessa, mais Amaka garda la tête haute. Elle connaissait la vérité. Elle savait ce que cela lui avait coûté de rester à ses côtés. À l'intérieur de la maison, Tari remarqua la tension. Amaka avait cessé d'aller en ville, évitait le marché et ne le rejoignait plus dans le jardin lorsqu'il recevait des visiteurs. Au début, il pensa qu'elle avait besoin de repos. Mais lorsqu'il surprit une conversation téléphonique entre son ancien associé et le chef Dick, pleine de plaisanteries à peine voilées sur la chute du puissant, il comprit. Ce soir-là, il appela Amaka dans le patio. « Laisse-moi deviner, » dit-elle avant qu'il puisse parler. « Il pense que je t'ai piégé, que je suis ici pour ton héritage. » Il la regarda, les yeux fixes. « Alors, laisse-les réfléchir, » dit-il. « Tu m'as sauvé alors que je n'avais rien à offrir. Si cela met les gens mal à l'aise, alors ils ne méritent pas leur place dans nos vies. » Elle le regarda longuement avant d'acquiescer. La vérité n'avait pas besoin d'être défendue, elle avait juste besoin d'être vécue. Le chef Dick, à son honneur, ne partageait plus l'opinion des critiques. Bien qu'il ait autrefois douté d'Amaka, son humilité constante et son attention indéfectible pour son fils l'avaient adouci. Un dimanche, lors d'une réunion de famille, lorsqu'un cousin fit une remarque sarcastique sur la femme de chambre de Tari, Dick l'interrompit sèchement. Amaka est plus proche de la famille que la moitié des personnes présentes dans cette pièce, dit-il en fixant l'homme du regard. Elle a soutenu mon fils alors que même moi, je n'y suis pas parvenu. Alors, avant de reprendre la parole, demandez-vous, qui a vraiment de la classe? Le silence qui suivit fut pesant et long. Amaka, qui avait entendu depuis le couloir, essuya une larme silencieuse sur sa joue. Le respect, autrefois exigé d'elle, lui était désormais accordé sans réserve, et cela, pour elle, valait plus que de l'or. Le ciel de Lagos se teinta d'un gris profond tandis que le tonnerre grondait au loin. La pluie s'est mise à tomber sans prévenir, de ce genre qui inondait les caniveaux et balayait la ville comme un rideau. À l'intérieur du manoir, les lumières vacillaient. Une panne de courant avait fait sauter l'un des fusibles de l'aile arrière. Amaka, toujours proactive, prit une lampe de poche et se dirigea vers l'étroit escalier de service menant au disjoncteur. Tari l'appela, lui demandant d'attendre l'électricien, mais elle insista en souriant. « Ce n'est qu'un interrupteur, monsieur. Je serai rapide. » Quelques instants plus tard, un grand fracas résonna dans la maison,
suivi d'un silence. Look heard Atari S.E. Sarah. Il appela, mais aucune réponse ne vint. La panique le submergea tandis qu'il se dirigeait vers le couloir en criant à l'aide. Le personnel accourut. Lorsqu'ils atteignirent le bas de l'escalier, Amaka gisait immobile, une mare de sang coulant d'une coupure au front, la jambe anormalement tordue. L'hôpital était un tourbillon de lumière, de médecins et de murmures précipités. Tari refusait de la quitter, même si les infirmières le pressaient de se reposer. Son corps tremblait de culpabilité. J'aurais dû l'arrêter, marmonnait-il sans cesse. Le chef d'AC arriva, visiblement secoué. Le docteur F., qui s'était précipité après un appel de Tari, lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Elle est stable maintenant, dit-il. Pas d'hémorragie interne. Mais sa jambe est fracturée et elle devra être opérée. Elle s'en sortira. » Tari expira brusquement, les épaules affaissées. Il resta assis à son chevet toute la nuit, lui tenant la main. Lorsqu'elle bougea, elle vit son visage baigné de larmes. « Ne fais plus jamais ça, murmura-t-il. Je ne peux pas te perdre aussi. » Elle sourit faiblement, la voix rauque. Puis elle cessa de m'appeler « bonne ». Je suis bien plus que ça maintenant. Les jours qui ont suivi ont été tendres et éprouvants. Amaka était confinée au lit, la jambe dans le plâtre, tandis que Tari prenait soin d'elle. Il se déplaçait en fauteuil roulant entre sa chambre et la cuisine, tâtonnant avec les repas, ajustant ses oreillers, lisant même ses psaumes préférés à voix haute avant de se coucher. Leur rôle s'était inversé, et pourtant, cela ne semblait pas anormal. Tari était déterminé non seulement à la remercier, mais à lui montrer que leur lien ne reposait pas sur un besoin, mais sur un choix. Dans ces nuits silencieuses de vulnérabilité partagée, leur cœur murmurait des vérités plus fortes que n'importe quelle promesse. Ils étaient désormais chez eux, et ni la cage d'escalier ni la tempête ne pourraient changer cela. La chambre d'hôpital était silencieuse, éclairée par la douce lumière des lampes et le bourdonnement régulier des machines. Amaka reposait, la jambe surélevée, ses boucles soigneusement tressées par l'une des infirmières. Tari était assise à ses côtés, une main posée délicatement sur la sienne. Il n'avait pas beaucoup dormi, ses pensées étaient embrouillées par des émotions qu'il ne pouvait plus dissimuler. L'accident l'avait terrifié, non seulement à la vue de ses blessures, mais aussi en réalisant à quel point ses sentiments étaient devenus profonds. Elle n'était pas seulement sa soignante. Elle n'était pas seulement sa compagne. Elle était devenue le cœur de son existence. Ravalant la boule qui lui serrait la gorge, il se pencha et écarta une mèche de son visage. « Amaka, dit-il doucement, il faut que je dise quelque chose avant de perdre mon sang-froid. » Elle ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux pour s'habituer à la lumière. « Qu'y a-t-il, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix encore hébétée. « Ne m'appelez pas monsieur maintenant, murmura-t-il. Écoute-moi comme un homme, pas comme ton patron. » Elle tourna la tête, surprise par la lourdeur de sa voix. « Je t'aime, dit-il d'une voix brisée. Je ne sais pas quand ça a commencé. C'était peut-être la façon dont tu m'as aidé sans rien attendre en retour. Ou la façon dont tu as vu l'homme derrière le fauteuil roulant alors que je ne pouvais pas le voir moi-même. Mais je t'aime. Je t'aime. Et ce n'est pas parce que tu as pris soin de moi, c'est parce que tu m'as redonné envie de vivre. » Un silence pesant et sacré s'installa entre eux. Les yeux d'Amaka s'embuèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais elle hésita. Elle lui prit la main et la serra. « Tari, dit-elle doucement, ces mots signifient plus que tu ne le penses. Mais avant de répondre, j'ai besoin de temps. Non pas que je ne ressente rien, mais parce que je veux être sûr que ce n'est pas de la gratitude qui m'exprime. » Son honnêteté ne l'offensa pas, elle le rassura. Il hocha la tête avec un léger sourire. « Prends tout ton temps. J'avais juste besoin que tu le saches. » Elle le regarda avec des yeux doux et dit « Guéris d'abord, aime-moi ensuite. » Et avec ces mots, une graine d'éternité prit racine, née non pas de l'urgence, mais de la patience, de la vérité et de la promesse d'un avenir réel. La matinée de la dernière séance de Tari au centre thérapeutique avait commencé comme toutes les autres, mais une tension subtile flottait dans l'air, une énergie attendue. Sa physiothérapeute, une patiente femme d'âge moyen nommée Nurse Shingir, avait passé les derniers jours à le préparer à cette étape importante. Après des semaines de stimulation musculaire rigoureuse, de renforcement musculaire du haut du corps et d'exercices neurologiques, ils étaient prêts à tester sa capacité à faire un seul pas, à l'aide de barres de soutien et d'une orthèse spécialisée. Tari avait réussi à rester debout plus longtemps par le passé, mais rester debout ne signifiait pas marcher.
Tandis qu'Amaka ajustait la telle et resserrait les sangles autour de ses cuisses et de sa taille, elle murmura une prière. Il leva les yeux vers elle, le souffle court, et lui adressa un léger sourire. « Allons-y, dit-il d'une voix basse mais ferme. Il agrippa les barres de métal, sentant la brûlure familière dans ses bras, la douleur dans ses épaules. L'infirmière Chingir compta lentement. À son signal, il pencha son poids en avant. Le temps semble ralentir. Tous les muscles de son corps hurlaient, mais son esprit restait concentré. Et puis, soudain, son pied droit se souleva légèrement et atterrit quelques centimètres plus loin. Un petit mouvement contrôlé, mais un pas quand même. Un silence haletant s'ensuivit, rompu par le halètement d'Amaka. Le cœur de Tari battait fort, non pas à cause de l'effort, mais à la réalisation qu'il avait fait un pas, un simple pas, symbole de tout ce pourquoi il s'était battu. La salle s'est mise à applaudir. Les autres patients ont applaudi. Chingir sourit. Mais les éloges les plus retentissants vinrent d'Amaka, qui applaudit à travers ses larmes en murmurant « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Plus tard dans la soirée, de retour au manoir, le chef Dick était assis tranquillement à la table à manger, écoutant Tari raconter l'événement. Il ne l'interrompit pas. Son regard était fixé sur son fils, et pour la première fois, il n'y avait aucun jugement, seulement de la fierté. « Ta mère aurait pleuré de joie. » dit-il finalement, la voix rauque d'émotion. « Tu es devenu un homme plus fort que je ne t'ai jamais appris à l'être. » Il se tourna vers Amaka, qui se tenait silencieusement à proximité, et lui adressa un lent hochement de tête respectueux. « Merci de ne pas l'avoir abandonné alors que nous étions tous sur le point de le faire. » Amaka cligna des yeux pour retenir ses larmes. Tari prit sa main sous la table et la serra doucement. Quelque chose de sacré avait changé ce jour-là, non seulement dans le corps de Tari, mais dans le cœur de tous ceux qui avaient assisté à son voyage. 2 semaines plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les frangipaniers du jardin, projetant de longues ombres sur la végétation luxuriante, Tari était assis dans son fauteuil roulant sous l'amandier où il avait autrefois partagé sa douleur. Amaka se tenait à ses côtés, s'occupant des fleurs, fredonnant une douce chanson Igbo. Il y avait de la paix dans l'air, celle qu'on n'obtient qu'après avoir survécu aux tempêtes. Tari s'éclaircit la gorge et le regarda. « Amaka, commença-t-il, il fut un temps où je pensais ne plus jamais me sentir homme, que je ne serais jamais plus qu'un fardeau. » Elle s'approcha et s'agenouilla près de sa chaise. « Mais toi, tu m'as rappelé que même les choses brisées peuvent être réparées entre de bonnes mains. Tu m'as soutenu sans rien demander en retour. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Rien d'extravagant, juste une simple bande. Il retint son souffle en l'ouvrant, et Tari continua, la voix chargée d'émotion. « Je ne peux pas m'agenouiller devant toi. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je te promets de rester à tes côtés dans tous les domaines. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, ni si je marcherai à nouveau un jour, mais je sais que mon cœur, mon amour, ma vie t'appartiennent. Veux-tu m'épouser ?» Amaka porta les mains à sa bouche, les larmes coulant à flots. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, accablée par le poids de la situation. Puis, avec un léger rire au milieu de ses sanglots, elle hocha la tête. « Oui, Tari. Oui, 1000 fois. » Les étoiles clignotaient au-dessus d'eux tandis qu'ils se tenaient l'un l'autre, leur silence plus fort que n'importe quelle célébration. Pas de feu d'artifice, pas de champagne, juste 2 cœurs qui se fondent l'un dans l'autre. À l'intérieur de la maison, le chef Dak les observait par la fenêtre, son visage sévère adouci par un rare sourire. Plus tard dans la soirée, il appela Maman Jadika, lui parlant avec un profond respect. « Ta nièce, elle a sauvé mon fils. » Maman Jadika, sage et humble comme toujours, rigola à l'autre bout du fil. « Elle ne l'a pas sauvé, dit-elle. Elle lui rappelait qui il avait toujours été. » Et tandis que la nuit s'épaississait sur la gosse, la demeure autrefois chargée de chagrin exhalait désormais la chaleur d'un nouveau départ. Leur mariage n'était pas de ceux qui faisaient la une des journaux, ni inondaient les réseaux sociaux. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin d'Okwa, sous un dais fleuri, en présence uniquement de la famille, des amis proches et de quelques voisins curieux. La liste des invités était restreinte, mais l'amour était immense. Amaka portait une simple robe ivoire, cousue à la main par une amie de sa tante du village. Tari portait un Igboda couleur crème, assis fièrement dans son fauteuil roulant, les yeux rivés sur sa future épouse comme si elle était le lever du soleil. Le chef Dak accompagna Amaka jusqu'à l'hôtel, un geste inattendu, mais qu'il insista.
Aujourd'hui, je te donne ma main non pas comme servante, mais comme reine de cette famille, lui murmura-t-il. Les lèvres d'Amaka tremblaient tandis qu'elle hochait la tête, retenant ses larmes. Les invités murmuraient leur admiration, non seulement devant cette histoire d'amour improbable, mais aussi devant la force tranquille qui émanait du couple. Des humbles parents d'Amaka, venus du village, vêtus d'ankara colorés, aux anciens collègues de Tari qu'il avait autrefois affrontés, tous ressentaient la présence de quelque chose de plus grand que la chance ou la coïncidence. C'était une histoire de rédemption, de résilience et de grâce. Lors de l'échange des vœux, pas un œil ne séchait. Dans la santé comme dans la maladie, dans l'immobilité comme dans le mouvement, dans le silence comme dans le rire, dit Amaka d'une voix claire. Tu es mon chemin, ma destination, ma maison. Tari avait du mal à terminer ses vœux, la gorge serrée. Mais lorsqu'il dit « Je te choisis », non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce que tu m'as appris à me sauver moi-même. Les applaudissements furent tonitruants. L'accueil était joyeux et serein, sans digivedettes ni cadeaux luxueux. Juste du riz jalaf, des rires, de la musique entraînante et un bonheur sans filtre. Même maman Jadika, qui n'avait jamais voyagé hors d'Enugu, dansait pieds nus avec un sourire aussi large que l'horizon. Le chef Dick prononça un toast qui en surprit plus d'un, sa voix se brisant à mi-chemin lorsqu'il reconnut sa propre évolution. L'amour a de multiples visages, dit-il, mais le plus authentique est celui que je vois entre mon fils et Amaka. À la tombée de la nuit, les jeunes mariés partagèrent leur première danse, ou plutôt, la main de Tari sur la taille d'Amaka tandis qu'elle dansait autour de lui, se balançant à leur rythme. Dans ce jardin, où la douleur avait autrefois vécu, la joie s'épanouit pleinement. Un an plus tard, le manoir avait changé, non seulement en termes de décoration, mais aussi d'énergie. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient désormais de rire, de chaleur et de détermination. Tari, qui utilisait désormais une canne pour se déplacer, passait ses matinées dans une annexe récemment construite à côté du manoir, un centre de rééducation nommé Raisagen. C'était un établissement modeste mais ultramoderne pour les patients souffrant de lésions de la moelle épinière de tous horizons. Avec le Dr F comme consultant principal et Amaka comme cofondateur et directeur des opérations, le centre était devenu une lueur d'espoir à Lagos. Les patients arrivaient sur des civières et repartaient avec plus que des progrès physiques, ils repartaient avec la foi. Amaka animait souvent des séances de conseil pour les soignants, leur enseignant comment l'amour et la patience pouvaient accomplir ce que la médecine seule ne pouvait pas faire. Tari se tourna vers l'architecture, choisissant des projets reflétant la guérison et l'inclusion, des écoles accessibles, des espaces thérapeutiques et des foyers communautaires. Sa vie ne tournait plus autour des gratte-ciel, mais autour des gens. Le soir, lui et Amaka s'asseyaient sur leur balcon pour regarder les étoiles. Parfois, je me réveille encore en m'attendant à être seul, a-t-il avoué un jour. Amaka sourirait et poserait sa main sur la sienne. Mais tu ne le hais pas. Et tu ne le seras plus jamais. Leur lien était devenu plus qu'une simple histoire d'amour. C'était un partenariat, ancré dans la foi, le respect mutuel et le souvenir de tout ce qu'ils avaient enduré ensemble. Ainsi, l'homme autrefois brisé dans un lit d'hôpital était désormais un pilier pour les autres. Et la domestique venue chercher un emploi avait bâti un empire d'amour à ses côtés. Leur histoire n'était ni un conte de fées ni une histoire de perfection, mais une histoire de vérité, de lutte et de grâce. Dans un monde qui s'éloignait souvent des blessés, ils étaient solidaires. Et ensemble, ils ont prouvé que guérir ne consistait pas seulement à marcher à nouveau, mais à renaître des cendres du désespoir, main dans la main, cœur contre cœur. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires.